De quoi vous avez effectivement été victime? Bon, vous savez, la notion de victime, personnellement, je considère que nous avons assumé notre devoir vis-à-vis de notre pays et comme l'histoire est tragique, il y a le prix à payer pour la liberté, pour la démocratie et les personnes qui sont... Je veux dire de quoi, qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le commandant Toumba Diakité, lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir, et que le second qui nous a pris en charge, c'est le colonel Tchéboro Camara. Les deux militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baouri, veuillez nous rappeler est-ce que si Monsieur Moussa Dadis Camara n'avait pas déclaré publiquement qu'il pouvait ôter la tenue et se présenter à l'élection présidentielle, il y aurait la manifestation du 28 septembre? Je pense que cette déclaration a été le facteur déclencheur. Et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. Merci. N'est-ce pas les propos de M. Moussa Keita, comme quoi Dadis ou la mort, alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD, et le meeting du palais organisé par le CNDD en présence du président Ouad pour faire savoir à l'opinion internationale qu'il bénéficiait d'une popularité en République de Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le vase? Cela a accéléré le processus pour nous obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. Monsieur Ba, la manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel ou une faveur que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD? C'est un droit constitutionnel et le CNDD avait déjà anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits, et donc naturellement ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Est-ce que l'objectif de la manifestation du 28 septembre 2009
était de provoquer un soulèvement populaire contre M. Moussa Dadis Camara et le CNDD. C'était simplement pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales et non pas du côté du CNDD, puisque l'objectif c'était de montrer qu'en termes de popularité, en termes de légitimité et en termes de soutien populaire, ce que nous préconisions avait l'assentiment d'une forte majorité au sein de la société guinéenne. Merci. Selon vous, M. Ba, que craignaient M. Moussa Dadis Camara et le CNDD quant à la réussite de la manifestation du 28 septembre 2009? Bon, personnellement, je trouve qu'il n'y avait fondamentalement rien à craindre parce qu'après la manifestation, tout le monde allait rentrer chez soi parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, n'était pas de provoquer le pouvoir en quoi que ce soit, mais de montrer que ce que nous disons avait un soutien massif. Merci. Monsieur Moussa Dadis Camara, lors de son passage à la barre, nous a fait savoir qu'il entendait faire de la journée du 28 septembre 2009 une journée de vérité et de réconciliation. Selon vous, M. Ba, pouvons-nous prétendre à une réconciliation lorsque les droits des citoyens sont confisqués à l'époque par M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? Bon, la réconciliation est un aboutissement, c'est un processus, et toutes les dynamiques que nous avons à partir du mois d'avril engagées pour ramener l'apaisement et la compréhension n'ont pas pu prospérer. Donc ce n'était pas possible de manière impromptue de considérer que la journée sera déclarée comme une journée de réconciliation et de pardon. Merci, M. Ba. Et parlons à présent de ce que vous avez vu et vécu ce jour fatidique du 28 septembre 2009. Alors, à votre arrivée sur l'esplanade du stade, quel accusé est-ce que vous aviez constaté la présence sur l'esplanade? Les accusés qui sont dans le box ici. Bon, en dehors des capitaines, du commandant Toumba Diakité et du colonel Thieboro, ce sont les deux personnalités que je reconnais de manière physique. Tous les autres, je ne peux pas être affirmatif. Oui. Pour le moment, nous ne sommes pas à l'intérieur, sur l'esplanade, votre arrivée, avant même d'accéder à l'intérieur du stade. Au niveau de l'esplanade, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était un rush. On nous a pris, on nous a portés. C'est comme s'il n'y avait plus de force de l'ordre lorsqu'on rentrait dans le stade. Mais voilà, il n'y avait pas d'éléments parce que la foule avait pris le contrôle des environs de l'esplanade du stade du 28 septembre. Ce jour, vous n'aviez pas eu à échanger avec M. Moussa Thieboro Camara? Ça, c'était le matin, c'était avant d'arriver au niveau de l'esplanade. Il nous a bloqué le passage et des pourparlers ont commencé pendant un certain temps et nous avons fait durer ces pourparlers le temps que ceux qui venaient principalement de Ratema puissent arriver. Donc, c'est à ce moment-là que, de manière en dehors du stade, que nous avons eu à rencontrer, à parler avec le colonel Thieboro, qui demandait il faut surseoir à cette manifestation. Ça, c'était avant même qu'on ne puisse arriver au niveau de l'esplanade. C'était où précisément? C'était au niveau de l'entrée de l'université, un peu avant, parce qu'on est sorti du domicile du doyen Jean-Marie Doré en marchant. Et le cortège de M. Thieboro nous a interceptés et pendant un bon bout de temps, il y avait des pourparlers à ciel ouvert à ce niveau-là. Ça a pris du temps. Vous confirmez que M. Moussa Thieboro Camara n'était pas seul, mais il était accompagné par un cortège? Qui?
M. Moussa Keboro? Non, ils étaient avec ces hommes. Avec ces hommes. Oui. Et quelle était la quintessence de votre échange? Bon, il parlait, il a échangé principalement avec certains leaders qui étaient là-bas. Bon, M. Sidia Touré, La Selou et d'autres, mais c'était toujours la même, il faut surseoir à cette manifestation. En dehors de ça, je n'ai pas observé quelque chose de particulier. Bon, et cette demande de sursis à la manifestation de la part de M. Keboro, c'était de façon courtoise ou bien c'était vraiment énergique? Bon, à ce niveau-là, bon, j'allais dire c'était courtois, hein, bien entendu, avec cette foule, la tension qui monte, mais il y avait dans une certaine mesure une certaine forme de courtoisie. Merci. Merci. Vous confirmez que ce sont les bérets rouges qui ont tiré à bout portant sur les manifestants? Bon, là, je ne peux pas être formel, puisque je n'avais plus la notion du temps. On est resté combien de temps de la pelouse à la sortie? Je ne peux pas dire si on a fait 10 minutes, 15 minutes. Et dans les circonstances du moment, mon esprit n'était pas à voir ce qui se passait autour de moi. C'était comment faire pour nous sauver et porter La Selou hors de cette enceinte. C'était ça. Donc c'était le reste, c'est comme s'il y a un voile noir. C'était pas le moment de regarder autour de soi, c'était se concentrer sur soi, sur le petit monde qui était autour de moi pour que nous puissions trouver une issue. Et grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que le colonel Keboro s'est présenté. Merci. Je veux parler du début, le tout début. Du tout début, voilà. Au niveau de là où on était, on a entendu des détonations, il y a eu des tirs, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais de par notre position, on faisait face à l'est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins, que se passait-il. On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident de dire exactement ce qui se passait, puisque je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Merci, M. Ba. Merci. De l'autre côté, ils ont tenté de remettre en cause la crédibilité du témoignage de la partie civile, Mme Fatoumata Bari. Mais dites-nous, M. Ba, que s'est-il passé lorsque le garde du corps de M. Selouda Diallo a voulu se saisir de l'arme qui traînait par terre? Je lui ai dit de laisser tomber le fusil, parce que j'avais senti que c'était un danger de l'avoir. Et c'était nos vies qui étaient en jeu. Donc je lui ai dit de laisser tomber le fusil et il a obtempéré. Je ne pensais pas que Fatoumata Bari avait été présente à côté, puisque tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais concentré focus sur 2 ou 3 personnes. Le reste, c'est comme si c'était le vide complet. Effectivement, Mme Fatoumata Bari a déclaré la même chose à cette barre. Oui. Sur ce, est-ce que cela ne confirme pas la présence effective de Mme Fatoumata Bari au stade du 28 septembre ce jour? Je sais qu'elle y était. Et je sais qu'après, je l'ai vue, j'ai vu d'autres, et pour les accompagner, pour leurs soins au centre mère et enfants. Donc, je suis formel là-dessus. Merci, M. Ba. Merci.
Qui vous a intimé ce jour de descendre sur la pelouse? C'était la première fois que je voyais le commandant Diakité. Donc c'est lui qui a intimé à tous les responsables de descendre sur la pelouse. Mais dans ce brouhaha, on ne savait pas qui était venu pour nous arrêter, pour nous protéger, pour nous sauver. Tout ça, on n'en savait rien. Personnellement, je n'en savais rien. Tout simplement, il y a eu un ordre et on s'est mis à descendre. Entre-temps, certains ont été agressés et ils essayaient de se débattre. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, lorsque vous étiez descendu, est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez essuyé des coups de la part de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba ou son entourage? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bien. À quel endroit du stade est-ce que M. Moussa Keboro a pris la relève pour vous embarquer dans son pick-up? On était déjà sorti de la pelouse entre le stade de foot et la clôture le grand périmètre. Il y a des espaces à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ce périmètre que de loin, j'ai vu le colonel Thiebro arriver et il s'est dirigé vers nous puisqu'on se connaît et il nous a pris en charge. C'était nettement en dehors de l'espace proprement dit du stade. Mais on était toujours à l'intérieur du grand périmètre du stade du 28 septembre. Bien. Et on revient au stade. Vous allez vous efforcer. Est-ce qu'à part les militaires, vous aviez vu ce jour des hommes habillés en civil qui portaient des armes blanches ou des armes automatiques? Bon, ceux qui nous ont poursuivis de la pelouse jusqu'à l'arrivée du colonel Thiebro n'étaient pas vraiment des militaires. C'était comme si ils avaient des tenues qui n'étaient pas du tout en conformité avec les tenues militaires proprement dites. Mais bon, ils faisaient comme s'ils étaient des militaires. Bien. Vous avez déclaré aussi que vous aviez remarqué la présence de 2 jeunes qui portaient des masques. Et en fait, les masques, à ce moment-là, c'était calme, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je les ai vus avec un masque de fer qu'il avait à ses mains. Je me suis dit, et ils étaient tout au fond les dernières rangées en hauteur. Ça m'a interloqué. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Cela ne confirme-t-il pas les conclusions de la commission d'enquête internationale quant à l'infiltration des manifestants par d'autres personnes? Non, ça c'est une réalité parce que, et d'ailleurs, ce que j'ai vu, pour être factuel, c'était eux qui étaient les plus acharnés à battre et à donner des coups aux gens à ce moment-là, au moment où on était à l'intérieur du périmètre de la pelouse. Bien. Parlons de la clinique. Vous aviez décrit un militaire qui portait des grenades ainsi que des ceintures de balles. Oui. Est-ce qu'avec le recul, ce militaire ne serait pas M. Marcel Guilavogui? Je ne pense pas, parce que celui qui était vraiment bien arrêté, costaud, c'était lui, le chef. Il avait un t-shirt noir, une ceinture, et puis
son allure montrait que c'est vraiment quelqu'un qui avait une expérience militaire, c'est lui qui donnait les ordres. L'autre était simplement comme si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, mais qui avait l'uniforme, mais qui n'avait pas physiquement l'allure d'un militaire. Mais il avait ses ceinturons, balles, et puis des grenades étaient accrochées dessus. Mais je ne peux pas les reconnaître de manière formelle. Ce n'est pas évident. Merci, M. Ba. Quel soutien vous aviez eu après avoir subi cet événement au stade du 28 septembre? Quel soutien est-ce que vous aviez eu à l'époque de la part de l'autorité de l'époque? Bon, personnellement, comme tous les autres responsables des forces vives, au lendemain du 28 septembre, certains le 1er, le 2 ou le 3 octobre, sont allés à l'étranger. J'estimais que ma présence était ici et je me vois en train encore, quelques jours après, de déambuler dans les rues de Kaloum, comme si de rien n'était, mais c'était fait exprès parce qu'il ne fallait pas montrer que, en tant que responsable, qu'il n'y a personne sur le terrain et que tout le monde s'est évanoui. Et j'ai fait exprès de venir à Kaloum, marcher. La seule chose que j'ai faite, toute la famille a été évacuée dès le 1er octobre. Femmes, enfants, moi je suis resté sur place. Et par la suite, nous avons reçu un don de notre fédération d'Angola de $10 000. Bon, c'était quelques semaines après et nous avons établi une liste pour aller de concession à concession, collecter les informations et distribuer une petite contribution parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, il ne fallait pas que les gens se sentent abandonnés. Cette contribution-là provenait de qui, vous dites? De notre fédération d'Angola qui, suite aux événements, a estimé qu'il était important d'envoyer de l'argent pour que les premiers secours puissent se faire. Est-ce qu'il y avait eu autant de la part du CNDD à l'époque? Moi, je ne les ai jamais rencontrés à ce sujet. Et s'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant. Qui correspondent aux articles 57, 163 et 166 de l'ancien code pénal. Par jugement avant dire droit, ici dans cette salle, numéro 18, du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé inopportun de se prononcer sur la demande de la défense tendant à annuler ces certificats et rapports médicaux. Je fais mien tous les griefs articulés contre ces faux documents et contenus dans les conclusions du 30 septembre 2022 de la défense du commandant Toumba. Ces conclusions sont versées au dossier, signées de M. Lansine Silla et de M. Paul Yomba Kourma. Le procureur vous parle également de projection des vidéos. Mais à l'avantage de nos clients, à l'avantage des accusés, parce que ces projections auraient dû prouver les infractions reprochées à ces personnes. Mais non. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Ces vidéos se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qui a vu le colonel en train d'agresser un manifestant, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans ces vidéos? Personne. Ou d'ouvrir le feu, ou donner des instructions, fournir des moyens. Non. Il ressort des images projetées qu'aucune menace, je dis bien qu'aucune menace, n'a été proférée par le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Avant le meeting, aussi bien à l'esplanade du stade du 28 septembre
qu'à la Fondis. Depuis ce jour, je suis convaincu, le tribunal a compris que les propos attribués à mon client n'étaient pas avérés. En outre, on a tous vu le colonel dans la foule, à travers ces images, la foule qui l'applaudissait, avec un seul garde du corps, pas deux, un seul garde du corps, coiffé de béret rouge, bien sûr. On a vu la photo muette de Moto a été démontée ici par celui-là qui m'a précédé. Je n'en parlerai pas. Et lorsque le colonel échangeait avec les leaders à la Fondis, le même et unique garde du corps, les policiers pacifiques à ce niveau étaient les éléments du général Bafoué, de la CMIS. C'est clair, revoyez les images. À l'esplanade, ceux qui sont montés sur la mamba de la police n'étaient pas avec le colonel. Les images nous montraient aucun agent des services spéciaux en train de faire usage de gaz lacrymogène. À l'esplanade, bien sûr. Le colonel a été très clair, parce qu'il faut être sincère. Il a été très clair. Et bien avant la projection des images ici, sous l'injure proférée que le parquet et les parties civiles brandissent comme un trophée de guerre, qui ne fait même pas l'objet de cette présente procédure. Lorsqu'on écoute le président de la Commission nationale d'enquête et le général Baldé, l'expert en défense et sécurité, on se demande ce que le colonel fait dans ce box-là. Le procureur a également parlé d'armes à feu, d'armes tranchantes et contondantes, des armes fictives. Aucune pièce à conviction n'a été présentée ici. Aucune arme n'a été représentée. On en fait un élément de preuve. C'est béant. On vous parle également, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, du déploiement des recrues de Kalia. Mais de quelles recrues s'agit-il? Est-ce qu'il y a une seule recrue dans le box des accusés? Non. Il s'agit d'une simple construction fictive du parquet. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès, le défaut d'éléments probants. On doit avoir le courage de le dire. Je rappelle à ce sujet que notre système, le système guinéen, est celui de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du Code de procédure pénale est très clair. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas au Japon, il ne s'agit pas de la présomption de culpabilité. Le procureur, ici présent, a brillamment rappelé l'histoire de la Guinée avant de commencer. Et c'est ça, la territorialité, la présomption d'innocence. Ce principe commande aux demandeurs du procès pénal, en l'occurrence le procureur, d'établir non seulement l'existence de l'infraction, mais aussi la participation de la personne poursuivie à sa commission. Vous établissez l'infraction, mais le participant, comment il l'a fait, vous devez le démontrer. C'est le premier objectif de cette plaidoirie, annihiler les charges qui pèsent contre mon client. Secondo,
exhorté l'institution judiciaire à s'excuser. Oui, à s'excuser. Le colonel Moussa Tcheboro Camara est le seul, ou presque, à avoir, ce jour, 28 septembre 2009, pris l'initiative d'aller sensibiliser les manifestants et de revenir par la suite au stade pour sauver certaines personnes lorsque les tirs ont retenti. C'est ce qu'on appelle crime. Mais il a été très clair à cette barre. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que sensibiliser et sauver les gens ne constitue pas une infraction. Comme le disait Maître Malik Diakité le mercredi dernier, notre justice se déshumanise. Il est en prison sans titre de détention. Aucun titre de détention. On doit au moins trouver un justificatif pour dire, voilà, un acte, il est en prison à travers cet acte-là. C'est un être humain. C'est comme si on avait ramassé un animal, entre guillemets, on allait le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer. Ce n'est pas normal. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Aucun titre, aucun mandat. En dépit de tout ça, c'est une digression, il faut le dire. Le directeur national de l'administration pénitentiaire n'a pas daigné donner une suite à mon courrier, le courrier que je lui ai adressé. Le courrier du 17 novembre 2022, par lequel nous lui avons transmis la demande d'autorisation du 31 octobre 2022 du président de l'Institut Thalès Afrique du Sénégal pour permettre au colonel Moussa Tcheboro Camara, inscrit au master S sciences politiques, mention sécurité internationale et défense, de préparer son mémoire. La détention, surtout la détention provisoire, ne doit pas être considérée comme une situation de non-droit. Mais aucune réponse pour la mise en place d'un dispositif pédagogique momentané pour la rédaction de son mémoire de fin d'études. Aucune réponse. Qu'en est-il alors des droits d'un détenu en République de Guinée? Mes confrères peuvent le témoigner. Nous avons des difficultés à nous entretenir avec nos clients de tous bords. Parce qu'on s'entretient devant tout le monde, il n'y a pas de secret. Allez-y voir les conditions de détention d'un ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara. Ses avocats y reviendront. C'est pitoyable. Des anciens ministres, comme mon client, son Excellence Djabi, chirurgien incontesté, allez-y voir comment est-ce qu'il est détenu. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et lorsqu'on vient dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. Surtout qu'il n'y a aucun fondement. Aucune base. C'est révoltant. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président,
messieurs du tribunal, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré. On n'a pas prouvé qu'il a fait quelque chose, mais on dit réclusion criminelle à perpétuité. Non, je sais que vous n'accepterez